Merci en tout cas d'être toujours aussi nombreux et de plus en plus, j'ai l'impression, au Lunch and Learn. Donc ça veut dire que les sujets vous intéressent. On essaye de varier au maximum les thématiques et les acteurs. On est super contente que ces formats, en tout cas, intéressent la communauté des animateurs de la presse et également les gens qui nous suivent par ailleurs sur LinkedIn et qui ont envie d'en apprendre plus justement avec le témoignage des invités des Lunch and Learn. Et donc, en attendant que tout le monde arrive, aujourd'hui, donc, on a le plaisir d'accueillir Aurore Ruffier, que je vais laisser se présenter par la suite, juste pour refaire un petit topo sur quels sont les lunch, qu'est-ce que c'est un Lunch and Learn? Eh bien, c'est un format, un webinaire de 45 minutes. Donc, qui est organisé par l'association La Fresque de l'économie circulaire, justement pour recueillir le témoignage d'un acteur qui a les mains dans le cambouis de l'économie circulaire et justement donner à voir ce qui se passe vraiment au concret. Aujourd'hui, on accueille Aurore Ruffier qui travaille donc à la Banque solidaire de l'équipement qui fait partie donc de l'écosystème Emmaüs Défi. Donc, on va avoir la chance d'écouter Aurore nous décrypter un petit peu tout l'écosystème Emmaüs qui est en fait une grande nébuleuse, j'ai l'impression, avec beaucoup de structures, d'activités. Donc, on va en apprendre plus là-dessus et puis on va pouvoir également parler de cette entité au sein d'Emmaüs, donc qui est consacrée au réemploi pour lutter contre le mal logement. Ça va être notre sujet du jour. Aurore, peut-être avant de lancer ta présentation, est-ce que tu peux rapidement nous dire qui tu es et comment tu es arrivé là? Qu'est-ce qui fait que tu es là aujourd'hui, à cette position? Avec plaisir, merci pour l'invitation. Alors moi, donc, je m'appelle Aurore Ruffier, j'ai choisi une formation qui était centrée sur la gestion des risques environnementaux dans mon parcours universitaire, mais les rencontres professionnelles que j'ai faites ensuite ont fait que je me suis spécialisée dans le mécénat. J'ai toujours travaillé à l'interface entre les associations et les entreprises sur des projets d'intérêt général, soit environnementaux, soit sociaux, puisque je suis convaincue, et j'imagine, j'espère que vous aussi, de l'interaction, l'imbrication des enjeux environnementaux et de justice sociale. Et concrètement, du coup, j'ai travaillé en fondation pour financer des associations, choisir leurs projets, les suivre, associations ou ONG. Et de l'autre côté, j'ai travaillé en association à la recherche de financement et au développement de partenariats avec à la fois le public et le privé. Donc, Et aujourd'hui, ouais. pardon. Tu as toujours été très engagée dans ton parcours professionnel, en tout cas. Oui. Et aujourd'hui, du coup, je travaille pour Emmaüs Défi, que j'ai rejoint il y a 3 ans, sur un projet que j'avais trouvé formidable, qui est la Banque solidaire de l'équipement, dont je vais vous parler ensuite, et qui allie du coup anti-gaspillage et action sociale. Super. On a hâte d'en savoir plus. Et je te laisse la parole du coup pour dérouler et puis on va t'écouter attentivement pour mieux comprendre justement qu'est-ce que c'est que la Banque solidaire de l'équipement. Très bien. Et ben alors, je vous partage mon écran. Hop. J'en profite pour vous proposer de d'écrire les questions que vous vous posez dans le chat et puis on va tâcher de les faire remonter à la fin de la présentation d'Aura. Hop. Est-ce que vous voyez mon écran? Oui. Parfait. Alors, Emmaüs Défi, donc c'est une association membre du mouvement Emmaüs. Mouvement Emmaüs qui est présent, on le sait peu, mais aussi à l'international, avec une présence dans 41 pays. Ce sont des initiatives locales en fait qui ont décidé de se rallier à la philosophie du mouvement autour de donc la solidarité, l'accueil inconditionnel, l'autonomie par l'activité et le développement durable. Et en France, on a 298 structures, donc c'est le pays où Emmaüs est le plus fort, avec derrière 30 000 personnes qui sont impliquées, que ce soit des compagnons, des bénévoles, des salariés. Et ça fait aujourd'hui 70 ans que le mouvement est actif dans l'ensemble de ces pays.
Nous, Emmaüs Défi, on appartient à la branche économie solidaire et insertion du mouvement Emmaüs. Emmaüs Défi a été créé en 2007 après la crise du canal Saint-Martin. Si vous vous souvenez, il y avait eu une opération des enfants de Don Quichotte qui avaient planté des tentes le long du canal Saint-Martin pour attirer l'attention du public, des politiques sur le sans-abrisme. Et donc Emmaüs Défi a été créé pour générer de l'activité et embaucher du coup des personnes très éloignées de l'emploi, y compris des personnes à la rue à travers le dispositif Premières Heures. Aujourd'hui, du coup, Emmaüs Défi compte un chantier et une entreprise d'insertion qui sont deux marches vers l'emploi, et on va avoir un accompagnement global des personnes, c'est-à-dire au-delà de la question du retour à l'activité professionnelle, adresser la question de l'accès au droit, l'apprentissage de la langue pour certains, l'accès à la santé, l'accès au logement, évidemment. Et du coup, en travaillant avec ce public, Emmaüs Défi a aussi développé des dispositifs pour répondre aux difficultés, aux freins qu'on identifiait parmi les personnes les plus précaires. Une que peut-être vous connaissez, c'est Emmaüs Connect. C'est aujourd'hui un très grand réseau associatif en France qui lutte contre l'exclusion numérique, puisqu'on s'était rendu compte que la question de l'accès à la fois aux outils et à l'usage du numérique devenait un nouveau frein, un nouveau facteur d'exclusion. Et l'autre dispositif créé par Emmaüs Défi, dont je vais vous faire la présentation, c'est la Banque solidaire de l'équipement, qui là visait à intervenir sur la question de la dernière pierre finalement dans l'accès au logement. Donc, la Banque solidaire de l'équipement, concrètement, c'est un dispositif de lutte contre la précarité matérielle qui va causer du mal logement. Et c'est un dispositif qui est fondé sur la récupération de produits. Pardon, hop, je déclenche mon ordinateur. De produits invendus, donc dans une démarche d'anti-gaspillage. Et on vient fonctionner également avec des salariés en insertion, donc de l'insertion par l'activité économique, en continuité avec notre association plus largement. Le constat initial qu'avaient fait les fondateurs de la BSE, c'était que d'un côté, on avait des personnes qui pouvaient vivre dans des logements quasiment vides à faute d'avoir les moyens d'acquérir l'équipement nécessaire pour leur appartement. Et de l'autre, il y avait un grand gaspillage industriel. On parle de 2012, début des années même 2010. Et donc, on avait ce paradoxe entre effectivement des produits qui allaient à la benne et des personnes qui n'avaient pas les moyens de les acquérir dans les marchés, les magasins classiques. Et donc, on a décidé de créer la Banque solidaire de l'équipement, dont le nom s'inspire des banques alimentaires, pour faire le lien et permettre justement d'équiper ces personnes qui n'en avaient pas les moyens. Vous voyez les photos que j'ai à gauche. Moi, quand on reçoit une personne ici à la Banque solidaire de l'équipement, c'est vrai que les deux premières questions que je vais poser, c'est qu'est-ce que vous avez dans la cuisine? Parce que quand on a des cuisines non équipées, on part vraiment de très loin. Et est-ce qu'il y a des ampoules au plafond? Enfin, c'est voilà, le niveau de dénuement à considérer au moment de l'accès au logement de personnes très précaires. La triple ambition du coup de la BSE, c'est donc de lutter contre ce mal logement dès l'installation, en équipant les personnes avec des produits à petit prix, éviter à la fois l'effet de camping à domicile, puisque nous, encore une fois, toutes les semaines, on peut recevoir en rendez-vous des personnes qui vont nous dire dormir à même le sol de leur appartement, parce que quand on économise pour se payer un matelas, on va dire 120 €, on n'a pas 20 € ou 30 € à mettre dans un matelas gonflable, donc on se fait une pile de serviettes de bain. Et puis de l'autre, sinon, ce qu'on pouvait observer, c'était des personnes sinon qui risquaient de s'endetter en allant effectivement dans les magasins classiques avec des crédits à la consommation, etc., et qui se mettaient en difficulté, notamment pour payer leur loyer. Donc ça, c'est notre premier combat. Le deuxième, donc, c'est de détourner le gaspillage au profit de la solidarité. Vous voyez ici une benne qui est remplie de centaines d'exemplaires d'un même produit. Et puis le troisième, c'est celui qui est partagé avec notre association Emmaüs Défi, c'est favoriser l'insertion de personnes exclues, à la fois du coup par l'action de la Banque solidaire de l'équipement, mais aussi par l'action d'embauche, de création d'activités sur le volet professionnel. Hop.
Le fonctionnement de la BSE, si on doit donc le résumer, c'est donc on a des entreprises partenaires qui vont nous faire don de produits invendus ou déclassés. On va les réceptionner sur notre entrepôt qui fait 3000 m², où travaillent une dizaine de salariés en insertion sur du coup ces métiers de la logistique. Et puis de l'autre côté, notre grand réseau partenaire, ce sont tous les acteurs sociaux. Ça va être à la fois des services publics, des associations, des lieux d'hébergement qui vont être susceptibles d'identifier les personnes au moment où elles basculent de soit carrément la rue, soit en tout cas un hébergement temporaire et qu'elles accèdent enfin à un logement personnel pérenne. Donc, elles vont pouvoir du coup orienter les personnes qui en ont besoin vers la Banque Solidaire de l'Équipement. Et de notre côté, du coup, on va les accueillir dans une des antennes de la Banque Solidaire de l'Équipement en France, dans un espace qu'on appelle l'appartement témoin, où on va mettre en exposition les produits qui nous ont été donnés par les entreprises. On met un exemplaire à disposition et puis à l'entrepôt, on en a parfois plusieurs centaines, plusieurs milliers qui attendent la commande d'une personne orientée. Ça va être du coup préparé justement par les salariés de l'entrepôt, c'est-à-dire qu'ils vont avoir une liste des produits qu'ont choisi les personnes reçues en rendez-vous. Ils vont préparer ça dans des cartons sur les palettes, etc. Rassembler les meubles et puis les plus petits produits, une poêle, 2 oreillers, une couette, etc. pour aller livrer ces personnes in fine ou qu'elles viennent du moins récupérer leur colis pour meubler, équiper leur logement. Le public ciblé, je passe très rapidement, donc c'est vraiment cette idée d'une bascule entre un hébergement ou carrément une situation à la rue et enfin un logement pérenne. On a, vous voyez, des personnes à la fois seules, des familles, beaucoup de familles monoparentales, et donc on va concrètement se retrouver face à des personnes comme des femmes victimes de violences qui doivent se réinstaller dans un nouveau logement, des personnes réfugiées, des familles réfugiées, des jeunes qui sortent de l'aide sociale à l'enfance et qui, à la majorité, du coup, doivent prendre leur autonomie, mais ont très peu de moyens, n'ont pas de filet familial sur lequel s'appuyer. Et puis, plus généralement, des personnes avec des parcours de rue. Hop. Le principe de la BSE, donc ça va être de proposer du neuf, ce qui fait assez exception dans le mouvement Emmaüs. Mais l'idée, c'était vraiment justement de donner le sentiment à tout le monde d'être comme tout le monde, d'avoir une dignité retrouvée aussi à travers ces équipements. Et c'est vrai que dans les effets dont témoignent les personnes reçues à la BSE, il y a pour beaucoup la fierté de recevoir chez soi, la convivialité du coup avec laquelle ils peuvent renouer parce que ils ont un intérieur qui leur plaît. Dans l'autre principe sur lequel je vais insister, c'est le fait que donc, les personnes, certes, sont en précarité financière et matérielle quand elles nous sont orientées, mais ce qu'on a posé très tôt en collaborant avec les travailleurs sociaux, c'était la nécessité qu'il y ait une contribution financière de la personne, qu'elle paie, même si c'est un tout petit prix, chaque équipement qu'elle vient choisir à la Banque Solidaire de l'Équipement. Nous, on s'était interrogé sur le fait de pouvoir potentiellement être un système gratuit, et c'est vraiment une recommandation du secteur social qui nous a fait choisir ce modèle. Aujourd'hui, ça nous permet justement, dans notre modèle économique, de s'autofinancer parfois pour moitié sur une année grâce aux ventes de ces dons. Et puis de l'autre côté, on va aller chercher du financement privé et public pour compléter. L'essaimage de la BSE, donc vous voyez, on est présent, on a 5 antennes en France. Avec ces 5 antennes qui sont sur des aires métropolitaines très concentrées, on touche quasiment un ménage sur 10 en France concerné par cette situation de bascule entre l'hébergement et le logement. Et on a essaimé une fois seulement après avoir confirmé l'impact social de notre dispositif, c'est-à-dire qu'on a fait 2 études qui nous ont montré qu'au-delà des témoignages positifs qu'on pouvait recevoir des personnes, il y a vraiment des effets très concrets sur la réduction des dépenses, du temps d'ameublement des personnes, sur l'appropriation et donc le maintien dans le logement, sur le mieux-être personnel et familial. Et de notre côté, effectivement, ce souhait qu'on avait d'accompagner la reprise d'autonomie en dignité avec les personnes, et se confirmait dans les retours aussi qu'on avait. On a fait une étude d'impact économique, on a constaté qu'on divisait par 2,2 les impayés locatifs pour des personnes qui étaient passées par la BSE. On a pu le faire grâce aux données de la DIAL qui nous a ouvert
ces tableaux Excel. Et puis, évidemment, du côté des entreprises, il y a aussi une réduction des coûts par le don défiscalisable de leurs produits invendus, mais aussi parce que ces produits, c'est du stockage et ça coûte cher. Donc, il y a vraiment un intérêt opérationnel dans cette collaboration finalement de dons entre la BSE et les entreprises. Et puis enfin, sur le volet environnemental, la BSE, c'est une solution pour le réemploi imposé par la loi AGEC. Et on vient du coup comme ça, chaque année, récupérer et donc donner une seconde vie, même une première vie dans certains cas, à 70 000 équipements. Ça peut être une petite pièce, je ne sais pas, un couteau éplucheur, ou ça peut être un canapé, un frigo. On va éviter ainsi l'émission de 135 tonnes d'équivalent carbone et on réduit aussi du coup la production de déchets de 329 tonnes. Je m'arrête là avec quelques mots de témoignage des personnes qu'on a pu recevoir à la Banque solidaire de l'équipement. Donc là, vous voyez, dans ce dont ils témoignent, quand on a été en détresse comme moi, c'est important d'avoir du neuf. Ça donne le sentiment d'être respecté, ça rend un peu de dignité. J'ai acheté tout le nécessaire pour faire la cuisine. Quel plaisir de pouvoir faire ses propres repas. Mon fils apprécie, ça change de la cantine du foyer. Dans ces cas, on s'attend à ce qu'on nous donne ce qui reste. J'ai beaucoup aimé l'approche de la BSE, qu'on me demande d'abord ce dont j'ai besoin. J'ai vraiment apprécié. Hop. Et je m'arrête là pour pas vous étouffer sous plus de slides. Elsa, est-ce que tu veux rebondir avec une question ou est-ce que tu veux que je détaille déjà sur le modèle encore? Écoute, je vais plutôt me faire le relais des questions qu'il y a dans le chat parce que je pense que ça peut être pas mal. Donc, il y a notamment la première question qui a été posée, c'est sur la question des initiatives qui sont développées par les enseignes, justement, qui ont leur propre stock ou surstock ou invendus à gérer. On voit qu'elles développent elles-mêmes leur circuit, on va dire, de seconde main et voilà, leur canaux de vente de seconde main. Donc, est-ce que vous le ressentez? Quels sont vos arguments pour quand même aller chercher justement ces dons? Enfin, peut-être que ça se ressent pas du tout d'ailleurs, c'est une autre démarche. Si, Avant que tu répondes, Aurore, Mhm, excuse-moi, est-ce que tu peux bien sûr. arrêter de partager pour qu'on puisse Ah oui, mieux t'écouter et t'observer? Merci. c'est bon. Alors si complètement, on le ressent. C'est quelque chose c'est un phénomène qui s'était déjà vu avec les lois anti-gaspillage progressives sur l'alimentaire. Donc les associations avaient souffert justement de la diminution des dons alimentaires suite à la mise en place justement notamment de la loi Garot, mais pas que. On parle d'une réduction de 50% d'après la grande distribution de l'aide alimentaire de leur part sur les 5 dernières années. Donc c'est vraiment très très conséquent et c'est le fait d'une réorganisation. C'est-à-dire que ces nouvelles législations, elles poussent les entreprises à regarder un sujet dont ils ne s'étaient pas forcément emparés auparavant. Et avec, on va dire, deux solutions principales, les canaux internes et puis le recours à des services externes. Donc effectivement, on voit des choses qui existaient déjà se densifier. Donc par exemple le recours à des stockeurs ou les ventes au personnel, les promotions, etc. On va mieux anticiper les promotions pour sortir ces stocks, sachant qu'aussi on est dans un contexte où globalement il y a une gestion des entrepôts qui est davantage numérisée aujourd'hui et donc une connaissance plus fine de ce qui était stocké. Là où nous, ce qu'on a observé quand on s'est lancé en 2012 et les années qui ont suivi, c'est que chaque fois qu'on allait voir une nouvelle entreprise, il y avait un peu un effet d'aubaine où ils nous disaient bon on va regarder ce qu'on a à l'entrepôt et finalement ils en ressortaient avec plusieurs camions immédiatement parce que il y avait beaucoup de choses qui s'étaient accumulées et que la question se posait peu dans un contexte aussi qui économiquement était un peu plus favorable, là où aujourd'hui on voit une crispation quand même avec des entreprises qui n'atteignent pas forcément le chiffre d'affaires qu'elles s'étaient fixé et qui donc deviennent plus prudentes sur le don. Mais pour revenir du coup aux stratégies du coup mises en place et aux deux moyens, il y a effectivement le fait que les entreprises vont mettre à la fois physiquement et en ligne des sections réservées
à des produits abîmés, peut-être un emballage qui aura été déchiré, un léger défaut. Et ça va s'inscrire effectivement dans une marchandisation finalement des revues qui est favorable à la réduction du gaspillage et favorable aussi aux consommateurs des magasins, puisque eux, ils vont effectivement pouvoir acheter à moindre coût un produit. Ils vont aussi c'est aussi parce que le marché a changé. Aujourd'hui, on adhère beaucoup plus facilement à l'idée d'acheter un produit qui aurait été abîmé. C'est comme les tomates hors format, le rideau dont l'emballage aura été déchiré. Je me dis que je fais aussi un geste pour la planète en l'achetant. Et donc ça, effectivement, ça vient du coup ponctionner sur des flux, des gisements qui étaient potentiellement dédiés aux associations. Et puis de l'autre côté, il y a beaucoup d'acteurs effectivement qui se sont créés suite à l'entrée en vigueur de la loi AGEC, la loi anti-gaspillage pour une économie circulaire, qui interdit la destruction des invendus non alimentaires depuis 2022, dont le mobilier, l'équipement domestique notamment. Et là, du coup, ce qu'on voit, c'est que ces intermédiaires ils vont intervenir à plusieurs niveaux. D'abord, il y a des solutions business qui se sont créées, puis il y a aussi eu des nouveaux acteurs associatifs. Il existe des acteurs associatifs du don via les entreprises assez anciens, comme Don Solidaire, comme l'Agence du don en nature, pour ne citer que. Et puis, du coup, il y a eu des acteurs lucratifs qui sont créés, je pense à Commerceau, à Smartback, etc., qui vont proposer une solution aux entreprises qui peut inclure justement la facilitation de l'étiquetage pour les promotions avant d'envisager le don aux associations. Et donc, on a un effet d'écrémage, c'est très clair, avec les meilleurs produits, on va dire ceux qui sont le plus revendables, qui vont être écoulés par des canaux marchands, et les dons qui seront faits aux associations, du coup, vont baisser en qualité et en quantité. Pour l'instant, ce que j'entends, c'est que ça ne menace pas la pérennité de la BSE. Pour l'instant, effectivement, on reste encore dans une phase où tous les acteurs ne sont pas au même niveau opérationnel, s'en sont pas saisis tous de la même façon. Mais surtout, nous, la démarche qu'on a essayé de faire auprès des entreprises, qui étaient nos partenaires depuis longtemps, c'était de les sensibiliser à la fois effectivement à l'importance de ces dons, qu'est-ce qu'ils produisent socialement, à quoi participent les entreprises. Et du coup, ça amène finalement pour nous à les convaincre de prendre une démarche beaucoup plus volontariste que celle qui dominait précédemment, qui pouvait être plutôt une forme d'arrangement opérationnel. En fait, je suis hyper contente qu'une association vienne me débarrasser de ces dizaines de palettes qui m'encombraient et pour lesquelles finalement j'avais pas de canaux très rentables. Donc là où on avait effectivement plutôt un rapport opérationnel, ça devient un engagement des entreprises de continuer à dédier une partie de ces produits en dons. Et pour certains même, ce qu'on a vu et ce qu'on a vu aussi du côté de l'aide alimentaire, c'est qu'il y a des entreprises qui vont s'engager en dédiant du stock, voire en produisant des produits au profit des associations, parce que si on se contente des rebuts, il n'existe pas. Donc pour nous, effectivement, ça a été par exemple l'engagement de SEB, d'Electrodépôt, qui ont décidé du coup de nous permettre de choisir parmi leur stock les produits dont on avait le plus besoin pour les ménages qu'on accompagne et qu'on ne pouvait pas trouver par les biais classiques. Donc ça va être des poêles, des casseroles, ça va être des aspirateurs, des micro-ondes par exemple. Mais dans le secteur associatif plus largement, par exemple, ce qu'on a pu voir, c'est les banques alimentaires, elles se sont formées au métier de l'achat de plus en plus parce qu'elles ont besoin de compléter les dons. C'est quelque chose qui existait anciennement, mais qui s'est largement accru ces dernières années. Je pense aussi à l'Agence du don en nature qui fait un très grand travail sur la distribution des produits d'hygiène à des associations et des structures d'hébergement.
Donc, produits d'hygiène, parmi eux, il y a notamment les couches pour les bébés. Et ça, par exemple, c'est devenu extrêmement difficile à obtenir en don. Donc, il faut passer par d'autres modes, d'autres Donc, sur lignes. certains produits voilà, spécifiques, il y a un besoin d'hybrider le modèle avec de l'achat parfois et pas que du don. Je me fais le relais d'une autre question. Tu as mentionné, et on le voit avec les exemples des entreprises que tu cites, que le don est surtout issu du stock de neuf. Est-ce Mm. que vous avez des canaux de dons qui sont plutôt de l'occasion? Et ça me fait rebondir sur quels sont les types de gisements que vous acceptez? Ça va être de la grosse série ou vous allez dans une granulométrie hyper fine, du petit don? Enfin, comment ça se passe? Excellente question. Alors, je parle d'invendus et de rebut pour mettre un peu tout rapidement dans le même panier, mais globalement, on pourrait distinguer en plusieurs catégories. Donc, effectivement, les surplus, les fins de série, ce qu'on n'a pas vendu, qu'on avait commandé, produit en trop grande quantité. Il va aussi y avoir les prototypes qui ne sont pas forcément mis sur le marché. Ou en tout cas, il y a deux choses. Il y a à la fois ce qui n'est pas susceptible d'être mis sur le marché, et puis il y a ce qui, parce qu'il est isolé géographiquement, ne va pas retourner dans les canaux de distribution parce que ça ne vaut pas le coup. Et ça, il y a plusieurs choses. Il y a par exemple le modèle catalogue. On va envoyer une série de mobilier à un studio photo pour pouvoir créer le catalogue de la marque. Et ben, en fait, ça ne vaut pas le coup de renvoyer ces produits qui ne sont plus emballés pour les remettre en circulation. Les modèles d'exposition dans les magasins, souvent on les voit bradés, et puis s'ils ne sont pas vendus, ben, en fait, il y a un moment où on renouvelle la scénographie, et donc il faut les faire sortir. Il va y avoir la question des ruptures fournisseurs. Un exemple que je donne souvent, c'est, admettons, une commode en bois avec des poignées en métal. Les poignées en métal sont fournies par un fournisseur auprès duquel je contracte. Je décide de changer de fournisseur peut-être pour un autre qui sera moins cher, mais je n'ai qu'un certain temps contractuellement pour écouler ces stocks. Et aujourd'hui, comme je n'ai plus d'industrie en France, ben, je ne vais pas m'embêter à aller changer les poignées de ces meubles pour les remettre en vente. Donc, je ne peux plus les vendre. Et donc, c'est là, par exemple, où il va y avoir un gisement de dons, effectivement, sur du neuf, pour le coup. Et ensuite, il y a tout ce qui est... il y a encore deux catégories importantes, je dirais. Il y a les défauts qualité. Ça peut être en France, ça peut être le fait de produits importés, mais en tout cas, je me retrouve avec une série, pour le coup, pour laquelle il y a un défaut qualité. Elle est trop importante en quantité ou en défaut pour que je la propose à la vente. Pourtant, elle est parfaitement fonctionnelle. Et ça, pour nous, ça va être c'est effectivement une vraie aubaine, puisqu'on a de la série et qu'on a un produit qui est nécessaire pour les personnes. Et enfin, il y a la question des retours clients, qui est peut-être la plus intéressante, puisque ça, c'est un sujet pour beaucoup d'entreprises aujourd'hui. Et en fait, le fait du retour client, c'est qu'on ne peut pas savoir si c'est parce qu'il y a eu un vrai défaut, mettons qu'il y a eu un PET dans le transport, un coup de cutter dans l'emballage du produit commandé, il est véritablement abîmé, ou c'est juste une question de couleur, la personne, finalement, ça ne lui plaisait pas en le voyant, et donc elle le retourne. Et la reverse logistique, aujourd'hui, elle est extrêmement coûteuse, extrêmement carbonée aussi, puisque du coup, on parle de faire revenir des produits souvent de clients individuels jusqu'à un entrepôt qui centraliserait. Et puis après, il y a la question du tri humain, de ce que ça suppose en fait comme temps d'inspection de chaque produit et de réorientation des produits. Il y a des entreprises qui commencent à le faire quand elles ont, justement, peut-être plus favorablement quand elles avaient leur production en France. Mais c'est vrai que là-dessus, c'est aussi quelque chose à quoi on s'est adapté, nous. Nous, on a la chance d'être une association, donc on travaille avec des salariés en insertion, on travaille aussi avec des bénévoles, avec des volontaires qui viennent d'entreprises pour nous donner un coup de main. Et donc aujourd'hui, ce qu'on fait pour pouvoir justement accepter à la fois de la série, du vrac, des choses dont on n'est pas sûr, c'est qu'on va mobiliser sur des journées qu'on appelle les journées canapé chez nous, qui sont des journées en fait de catalogage. On va mobiliser, mettons, une vingtaine de volontaires. Par exemple, demain, je vais en encadrer une, qui viennent du coup déballer tous les produits reçus
parmi les retours clients, vérifier qu'est-ce qu'il en est qu'ils sont dans un état digne d'être proposés aux personnes qui viennent à la banque solidaire de l'équipement, est-ce qu'avec une réparation, ils peuvent être proposés autrement, et auquel cas, nous, on va repartager du coup ces dons avec des associations, et notamment nous en interne, on a la chance de s'appuyer sur un mouvement formidable qui est le premier acteur de l'économie circulaire en France, Emmaüs. Donc, on va l'envoyer pour qu'il puisse être réparé et revendu comme un produit de seconde main. Nous, on va aussi accepter des produits avec des défauts. Simplement, on va expliquer aux personnes, ben voilà, il y a tel défaut sur ce canapé, on vous le propose quand même parce que c'est l'avantage d'avoir un canapé que vous n'auriez pas eu par ailleurs. Super, très clair, Aurore. Merci beaucoup pour ça. Je vois l'heure qui tourne. Peut-être qu'on peut rapidement évoquer l'opération, la grande opération que vous avez eue en partenariat avec les JO, même si donc on aura Caroline Louis qui viendra nous en parler. On aura plus de détails là-dessus, mais en tout cas, ça peut être intéressant de voir comment vous, ça a été une opportunité, une chance, j'imagine, d'avoir ce gisement clé en main. Oui, c'est le plus grand don dans l'histoire de la BSE qu'on a reçu du coup cette année. Pour la première fois pour les Jeux olympiques et paralympiques de Paris 2024, la ville de Paris, étant membre du comité d'organisation, a porté une exigence de réemploi des produits mobilisés pour les Jeux olympiques. Et donc nous, par l'intermédiaire notamment de la Maison des Canaux, on a échangé avec des fournisseurs de ces jeux pour pouvoir récupérer du mobilier et de la literie. C'est un essentiel absolu à la BSE. Je parlais tout à l'heure des personnes qui dorment à même le sol. Pouvoir récupérer, en l'occurrence, 4700 matelas pour les bénéficiaires de la BSE, c'est quelque chose qui ne s'était jamais produit. On a aussi récupéré 12 000 pièces de mobilier. Donc c'est l'opportunité du siècle, et on a une logistique bien rodée, on en fait ça depuis 13 ans, on gère des milliers de palettes par an. Pour autant, ça restait concentré dans une période de temps particulièrement contrainte. Donc du coup, on s'est très très fortement mobilisé autour de ça pour pouvoir assurer déjà des espaces de stockage pour ces palettes. On parle de quasiment 2000 palettes reçues en l'espace de 6 semaines. Et puis aussi de la question du transport, puisque c'est très coûteux d'affréter des camions. Nous, on n'avait pas les moyens, on n'avait pas de financement particulier à mettre en face de cette opération. Donc, on a fait ce qu'on fait peut-être de mieux à la BSE, c'est qu'on allait chercher du mécénat en nature, en l'occurrence sur le stockage et sur le transport, pour assurer ces opérations. Et donc, on y a réussi grâce à CEVA Logistique, FM Logistique et de Lille. Ok, super. Et où sont ces matelas et ces 12 000 pièces de mobilier aujourd'hui? Elles sont dans les entrepôts, elles sont chez les gens. Tu penses que ça va prendre combien de temps à écouler justement ce stock? Alors, un peu partout. Notre entrepôt, il fait 1600 emplacements en palette. On n'avait pas la capacité de recevoir, donc on n'a pris qu'une petite proportion de chaque type d'équipement. Donc, il faut se dire les matelas, les oreillers, table de chevet, fauteuil, canapé, voilà, vraiment des essentiels du logement qui étaient dans les chambres des athlètes. Et donc, on en a dans notre entrepôt, on en a dans 2 entrepôts partenaires, et on les a dispatchés comme on fait habituellement sur nos antennes, avec du coup les modèles d'exposition qui sont dans les appartements témoins. Et il y en a déjà plusieurs qui sont vendus. Il y a une centaine de matelas, par exemple, qui s'est écoulé là depuis 3 semaines, qu'on peut les proposer aux personnes bénéficiaires. Super, un bel exemple de comment justement le réemploi peut résonner avec la solidarité, puisque c'est vrai qu'aujourd'hui, la seconde main ne rime plus automatiquement avec justement un acte engagé. Ça a beaucoup été du don au début de la seconde main, et puis maintenant, ça résonne différemment en fonction des acteurs vers lesquels on s'oriente. Donc, c'est bien de savoir que justement le réseau Emmaüs mobilise plein de solutions pour faire vivre ces actions de solidarité. Je vais laisser la parole aux personnes qui nous ont écoutés pendant cette demi-heure. Est-ce que vous avez des questions à poser à Aurore sur les sujets qu'on vient d'évoquer? La parole est à vous, sinon je vais relayer quelques questions.
Il y avait une question de Guillaume en introduction sur le lien qui était sur votre rapport d'impact. Elsa, Guillaume vient de lever la main, tu peux peut-être lui Ah, laisser prendre pardon, la parole. Guillaume, je t'en prie. Guillaume, est-ce Il que faut que tu tu veux remettes prendre ton la micro. parole et ouvrir ton micro? Merci beaucoup. Ouais, super. Oui, merci. Bonjour. Je crois que cette question que tu disais, Elsa, c'était sur un partenariat avec Habitat Humanisme, travaillant sur les Alors, murs. Non, c'est pas celle-là. on t'entend très mal, Guillaume, mais je crois que est-ce que vous travaillez en partenariat avec Habitat et Humanisme? Oui, on a un réseau en fait très très large du côté social. On travaille avec 1100 structures en France et donc Habitat et Humanisme en fait partie, puisque oui, nous on est un peu la dernière pierre dans l'accès au logement et donc il y a tous ces acteurs avant qui se battent pour l'hébergement puis pour le logement des personnes précaires. Nous on vient vraiment sécuriser les personnes au moment où elles sont dans l'appartement avec de l'équipement pour les éviter de retourner à la rue. Mais oui, du coup, on travaille avec Habitat et Humanisme. Il y avait Merci. une autre question que tu avais que tu posée, Guillaume, sur le lien entre le fait de donner du mobilier et la réduction des impayés de loyer. Ah oui, parce que le lien à court terme paraît évident, mais à plus long terme. On n'avait pas. L'idée, c'était. Enfin, la période observée par l'étude de mémoire, elle était de 3 mois, mais peut-être 6. J'avoue que ça fait un peu longtemps que je ne me suis pas plongée dans le rapport complet. Mais en gros, oui, l'idée, c'était vraiment de se dire que on voyait, non, c'était plus conséquent, pardon. C'était plutôt 6 mois. C'était vraiment de comparer les personnes accédant au logement social après une sortie d'hébergement temporaire, celles dans les données globales de la DIAL et celles dont on savait qu'elles étaient passées par la BSE et qu'on pouvait recouper grâce à un matricule. Et du coup, de comparer ces deux cohortes. Et c'est là, du coup, on observait une division par deux des impayés locatifs. Effectivement, c'est plutôt sur une période courte après l'emménagement, mais c'est bien parce que cette période, elle concentre énormément de dépenses. Enfin, on le vit aussi à titre personnel hein, quand on déménage, mais quand on part avec rien, quand on n'a que des vêtements en sortant d'hébergement, il y a en plus du premier loyer, de la caution, de l'ouverture du compteur EDF, du coup, il y a tous ces frais effectivement d'emménagement, d'équipement du logement. Aujourd'hui, il existe un prêt, une aide de la CAF, il y a également le FSL, mais ça va permettre généralement de couvrir à peu près 2 gros électroménagers dans le logement. On est très loin de tout équiper et surtout d'aller vers le petit équipement qui, cumulé, va en fait coûter énormément aux personnes. Donc, c'est vraiment une période qu'on pourrait voir comme c'est effectivement un Graal d'accéder au logement après souvent 7 ans en hébergement temporaire. Mais c'est une période de vraie fragilisation et donc c'est pour ça que c'était clé d'intervenir à ce moment-là. Euh, Très clair, merci Aurore. Je relais d'autres questions. Alors, il y a Marie qui demande par exemple une idée des prix pour un matelas. Un matelas, la BSE, c'est 30 euros. En général, la Banque solidaire de l'équipement, elle fait une division par 5 par rapport à un prix du marché. Mais en fait, on va d'abord se centrer sur l'utilité, la nécessité d'un équipement. Donc, c'est pour ça que les matelas, particulièrement, on veut que tout le monde puisse s'en saisir. Parfois, on a des prix qui sont divisés par 25. Je dis souvent qu'on vend du neuf moins cher qu'Emmaüs ne vend de l'occasion. Parce qu'on n'est pas accessible à tout public, on est vraiment ciblé vers un public en précarité financière et matérielle. Alors, est-ce qu'on ne se laisserait pas les 5 dernières minutes pour imaginer justement la suite de la BSE et l'évolution peut-être de la seconde main dans les canaux de dons justement et de la solidarité? J'imagine que voilà, c'est des questions que vous vous posez avec l'arrivée des nouveaux acteurs de la marchand, notamment de la seconde main, que ce soit sur
le textile ou l'équipement. Est-ce que vous avez justement des idées de nouveaux services, de nouvelles activités, notamment pour proposer à vos personnes en parcours d'insertion, vos clients? Est-ce que tu peux nous dire un petit peu ce qu'il y a comme idée? Il y a plein de choses effectivement donc, qu'on a pu survoler à certains moments. Déjà, on collabore avec tous ces acteurs, avec les organismes non lucratifs comme les structures lucratives dans ces acteurs intermédiaires. On va chercher donc un engagement de plus en plus fort des entreprises, essayer de les sensibiliser, ce qui est aussi plus facile, plus entendable, je dirais aujourd'hui, avec les démarches RSE qui vraiment s'imposent. Et puis, il y a la question donc, de l'hybridation, d'aller vers un modèle où on aurait à la fois des dons et des achats ou des dons de produits faits pour la Banque solidaire de l'équipement. Et enfin, de notre côté, c'est aussi comment est-ce qu'on valorise au mieux le gisement existant. Et donc ça, c'est voilà, aujourd'hui, on envoie beaucoup vers d'autres associations Emmaüs pour réparer, valoriser ces produits. C'est comment est-ce qu'on internalise à notre entrepôt de la réparation pour pouvoir effectivement mieux valoriser ces produits qui servent à ceux qui en ont le plus besoin, donc les personnes qui nous sont orientées ici à la BSE. Et effectivement, c'est une chance pour à la fois pour elles d'avoir des produits que peut-être on n'arrivait pas à valoriser auparavant, mais aussi pour les salariés en insertion de monter en compétences sur des métiers. Voilà, pour nous, c'est aussi une frustration qu'on avait de devoir écarter certains produits et donc de savoir qu'on va davantage valoriser, c'est aussi avec notre motivation environnementale quelque chose qui résonne beaucoup. Une dernière question. En ce moment, on a eu plusieurs éco-organismes qui sont venus nous parler justement de comment leur rôle d'aiguilleur un peu des éco-contributions se faisait entre justement les associations, mais aussi les gisements de matière. Quelle est votre relation avec Écomaison? Est-ce que c'est un de vos financeurs? Comment vous travaillez avec les éco-organismes? Oui, avec Écomaison, ça fait vraiment longtemps qu'on est partenaire. Ils étaient présents d'ailleurs aux 10 ans de la Banque solidaire de l'équipement. Si vous voulez retrouver sur YouTube l'intervention de l'éco-organisme à propos de la BSE. C'est une relation logique. Après, ce qui reste très difficile, c'est comment est-ce que en fait, c'est toujours ce moment de la collecte et de la préservation de la collecte. Si on a une espèce si on a une benne plutôt qu'un conteneur, on ne va pas mettre les choses de la même manière en tant que magasin quand on sort ses produits ou en tant qu'entrepôt. Donc, du coup, on ne va pas assurer qu'ils arrivent dans le même état. Et donc, aujourd'hui, on sait qu'on a beaucoup plus, malheureusement, de recyclage que de réemploi. Donc ça, c'est vraiment un enjeu clé sur lequel Écomaison travaille. Nous, après, par exemple, sur les Jeux Olympiques, en l'occurrence, ça a été d'un très grand soutien puisque je disais, on n'avait pas de financement pour l'opération des Jeux Olympiques, mais avec le fait de réemployer, justement, de donner une seconde vie à ce mobilier qui a vraiment été quand même utilisé pendant 2, 3, 4 semaines, là, on va pouvoir du coup accéder aux éco-contributions et à un soutien aussi sur une manifestation, un appel à manifestation d'intérêt de d'Écomaison, de l'éco-organisme Écomaison. Et sur la collecte préservante, vous intervenez auprès des entreprises pour conseiller, accompagner sur justement comment on fait de la collecte préservante dans les entrepôts? On conseille pas particulièrement, on va le faire, c'est de la sensibilisation un peu au fil de l'eau parce qu'on a ces interactions avec des entreprises qui sont quand même très nombreuses, mais c'est plutôt, nous, par contre, on est référencés auprès des maisons et donc on va faire des collectes, mais plutôt pour le coup, Emmaüs Défi, en général, auprès d'un magasin, sur notamment aussi de la reprise client. La reprise 1 pour 1, 1 pour 0, le fait qu'un client puisse venir déposer son ancien meuble, son ancien produit, avec ou sans en acheter un nouveau. Donc vous apportez aussi des solutions logistiques pour les entreprises.
Oui, c'est sûr. Mais c'est rare d'avoir les moyens logistiques qu'on a, de pouvoir aller collecter partout en France, de pouvoir à la fois accepter des palettes, des produits certes très bien conditionnés, mais aussi des choses enfin, vraiment des semi-remorques chargées en vrac, avec les canapés issus de retour client et donc un tri qui doit être opéré derrière. Je pense qu'aujourd'hui, c'est une des grandes limites pour le secteur lucratif de se saisir justement du réemploi des retours clients, c'est que ça demande énormément de temps et ce temps, il coûte trop cher dans un business model classique pour réussir à trouver un équilibre, une rentabilité. Mm. Et donc, c'est là aussi où on a intérêt à travailler ensemble. Voilà, et donc il y a de la complémentarité, ce qui est plutôt une bonne chose et une bonne conclusion, puisque on arrive au terme de notre échange, Aurore, et vraiment un grand, grand merci d'être venu nous parler de la BSE, parce que c'est passionnant et je pense qu'on a appris beaucoup de choses et on en apprendra encore plus sur l'opération JO, les dessous de cette opération. En tout cas, un grand, grand merci d'avoir partagé tout ça avec nous. Et on suivra avec évidemment intérêt l'actualité du mouvement Emmaüs qui de toute manière est riche en ce moment. Donc je te remercie beaucoup Mais merci à vous. et merci à tous d'avoir été là avec nous.